Ok. Donc, si tout est bon, ici à Paris, je vous donne la parole pour votre présentation. D'accord, je vous remercie, Malik. Encore, on peut aller sur le plan de la présentation déjà. Voilà. Donc, sur cette présentation, on va d'abord parler de la communication dans les réseaux IP, comment est-ce que la communication se passe. Après, on va parler des problèmes d'adresse IPv4 et pourquoi nous avons besoin de l'adresse IPv6. Donc, on verra la représentation d'une adresse IPv6, les différents types de l'adresse IPv6, les avantages de l'adresse IPv6, quand est-ce qu'on peut s'attendre à l'implémentation full de l'adresse IPv6 et puis une conclusion. Après, on donnera la place aux différentes questions-réponses. Donc, sans tarder, on va commencer avec la communication dans un réseau IP. On peut aller sur le next slide. Donc, dans un réseau IP, la communication ne peut pas se passer sans que les différents périphériques aient une adresse IP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous voulons faire un réseau informatique, même si c'est la communication des différents ordinateurs, de deux ou trois ordinateurs, il faut forcément qu'on leur donne ce qu'on appelle une adresse IP afin que ces deux PC ou bien nos réseaux puissent communiquer entre eux. Donc, ce qui fait que l'adresse IP est comme le nom d'un périphérique d'un node connecté dans un réseau. Donc, que ce soit les téléphones, les ordinateurs portables, les tablettes et les pare-feux, les routeurs, les commutateurs, ils ont tous besoin d'une adresse IP pour pouvoir communiquer dans un réseau. Et les adresses IP se divisent en deux catégories, sinon en deux versions. Nous avons la version 4, qui est notamment beaucoup plus utilisée aujourd'hui, et la version 6. On peut aller sur le next. La version 4, si on est passé de la version 4 à la version 6, on peut aller sur le next, voilà. Si on est passé de la version 4 à la version 6, ça veut dire que la version 4 avait des problèmes. Et notamment, beaucoup de personnes se posent la question, pourquoi on a quitté le 4 pour aller à 6 sans pour autant qu'il y ait une version 5. Donc, la version 5 existe, mais ce n'est pas ça n'a rien à voir avec les réseaux informatiques. La version 5 existe. C'est un protocole qui s'appelle l'IPv6, l'IPv5, pardon. Donc, il concerne notamment la qualité of service, la qualité de service. C'est pourquoi vous avez la version 4 aujourd'hui, qui sont les adresses IPv6, V4, et la version 6, qui est l'utilisation future. Et même présentement, d'autres sont en train d'utiliser. Donc, la version 4, déjà, après, il y a eu une pénurie d'IPv4. Ça veut dire qu'on a fait les IP pour qu'il y ait une communication full, c'est-à-dire de pointe à pointe entre les différents périphériques. Donc, la version 4, il y a eu beaucoup d'utilisation, il a épuisé les plages de la version 4. Donc, quand il y a eu épuisement, sinon quand on a senti l'épuisement de la version 4, on a, on a fait de réflexion et notamment, pour ces réflexions, il y a eu des propositions de solutions qui sont sorties. Il y a eu la proposition de solution déjà de diviser la version 4 à ce qu'on appelle des sous-réseaux. C'est pourquoi, quand vous travaillez avec les IPv4, vous allez voir qu'il y a des sous-réseaux, notamment la notation CIDR. Donc, cette notation CIDR a été l'issue de ces différentes réflexions et le développement d'un protocole qu'on appelle adresse Network Address Translation, qui est le NAT. Donc, eux, ils sont tous venus soutenir déjà l'existence de l'IPv4 pour qu'on puisse l'utiliser, qu'il ne soit pas épuisé immédiatement. Et la troisième solution, c'était le développement d'une adresse IP version 6, donc qui a une plus grande plage. Donc, l'IPv4 est sur 32 bits et l'IPv6 est jusqu'à 128 bits. Donc, ça veut dire qu'il a été développé afin de pallier à tout ce qui est problème de pénurie pour les IPv4. Et notamment aujourd'hui, la popularité croissante de la connexion et des objets connectés, qui est l'IoT. Le next slide. Donc, cette adresse IPv6 fait une coexistence avec l'IPv4.
bien vrai qu'il n'y a pas de compatibilité directe entre les deux protocoles, ils peuvent coexister de trois façons. Ils peuvent coexister dans un réseau en faisant ce qu'on appelle de dual step. Donc, de dual step, les appareils vont exécuter simultanément les deux adresses. C'est-à-dire que l'appareil va avoir une adresse IPv4 et va avoir une adresse IPv6. On peut aussi les coexister en faisant du tunneling, c'est-à-dire qu'on va encapsuler les adresses IPv6 dans les adresses IPv4 pour pouvoir les envoyer. On peut aussi les coexister en faisant ce qu'on appelle du NAT64, ou encore de la translation, qui va traduire une adresse réseau de 64 qui permettra une compatibilité directe avec les IPv6 afin de communiquer avec les IPv4. Donc, c'est les différentes manières de faire la coexistence entre les adresses IPv4 et les adresses IPv6. Le next. Donc, on dit comme remarque les deux dernières catégories, tout ce qui est tunneling et traduction d'adresse. Donc, on se sert de ces options-là que si nous voulons vraiment faire une communication full IPv6. Le next. Donc, on va parler de la représentation de l'IPv6. L'IPv4, déjà, on a dit, était codé sur 32 bits. Et notre IPv6 est codé actuellement sur 128 bits. Donc, ces 128 bits-là sont écrits en décimale, en hexadécimal. Contrairement à l'IPv4 qui est écrite en décimale, qui est dans la base 10, nous sommes en hexadécimal ici. Ça veut dire que nous n'allons pas avoir 10, 11, 12. Ça sera de 0 à 9. À partir de 10 sera représenté par le A, 11 par le B, jusqu'à F. Voilà. Donc, c'est pourquoi on va voir que voilà une adresse IPv6. On peut l'écrire de cette façon, en les séparant de 2 points. Vous avez le 2001 2.0 DB8, 2.00, 2.111 et 00000. Donc, 2.020 Et un autre exemple en bas, toujours avec le 2001 2.2 DB8, ça c'est une adresse IPv6. Donc, l'adresse IPv6 va se présenter de la sorte. On peut toujours le diviser en deux, les 64 bits pour la partie haute, 64 bits pour la partie réseau. Le next slide. Dans l'écriture, on peut simplifier l'écriture en faisant ce qu'on appelle des omissions de zéro. Quand vous regardez, quand on peut écrire par exemple 01 à B, donc on peut omettre ce 0 qui se trouve au début en écrivant 1 à B. Ou un autre exemple, quand on écrit 00 à B, on peut omettre les deux zéros au début en écrivant à B. Donc quand on voit que dans une adresse IP, on voit seulement 2 points AB, ça veut dire que les deux bits avant AB sont des zéros. Donc, on peut omettre les zéros au début, mais pas les zéros à la fin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous écrivons par exemple AB00, ça veut dire que les deux zéros qui vont venir après AB ne peuvent pas être, on ne peut pas les omettre, sinon l'adresse sera une adresse ambiguë. Donc, la représentation, c'est de la sorte, on a un exemple ici où on vous dit 2001 2.0 DB8, 2.00, 2.11. Donc, on les simplifie. En 2001, ça reste à place. 0 DB8, là, on enlève le 0, on maintient le DB8. Les 4 zéros, on va omettre les 3 zéros, les 3 premiers zéros pour maintenir un seul 0. Les 5, le 1, ils vont rester et 0, 0, on va toujours enlever les 3 premiers zéros pour maintenir le dernier 0. Donc, le 0 200, on peut le mettre aussi pour mettre seulement 200, ce qui simplifie notamment l'écriture d'une adresse IP de 6. Le next slide. Toujours dans la simplification, vous avez vu que les adresses sont séparées, contrairement à une adresse IPv6 qui est séparée par un seul point et une adresse IPv4 qui est séparée par un seul point. Les adresses IPv6 sont séparées de 2 points.
Là, une adresse IP V6 de 2 points, on peut aussi faire toujours la réduction en mettant, par exemple, une adresse IP 2001 2.2b8, 2.café, 2.1, 2.0, 2.0, 2.0 et 2.1. Donc, la partie 0,0 là, qui se succèdent, on peut le simplifier en les mettant juste 2 points, 2 points. Donc, quand on voit que dans une adresse IP, nous avons 2001, DB8, 2.café, 2.1, 2.2.1, ça veut dire que ce qui est entre les deux points là, c'est uniquement des successions de 0. Donc, tout ça, c'est pour pouvoir simplifier l'écriture d'une adresse IP V6 afin que ça soit plus facile dans l'écriture. Donc, c'est cet exemple-là que vous avez dans le tableau. Mais il faut savoir que la réduction avec les deux points ne peut se faire qu'une seule fois dans une seule adresse. Si on le fait deux, trois fois dans une seule adresse, l'adresse deviendra incompréhensible en ce moment. The next slide. Les différents types qu'on retrouve. Par exemple, dans l'IPv4, on va vous parler des adresses IP privées, des adresses IP publiques. Et on va vous parler aussi des différentes classes d'adresses IPv4, notamment la classe A, la classe B, la classe C, qui sont les plus utilisées, notamment qui sont appelées des classes monomodes, et les classes multimodes, qui est la classe D en IPv4. En IPv6, il n'y a pas une question de classe, mais nous avons des catégories, trois grandes catégories d'adresses IP. La première catégorie, c'est les adresses qu'on appelle les adresses unicas. Donc, ces adresses unicas peuvent être définies sur une interface IPv6. Ça permet de pouvoir communiquer avec un seul PC. C'est l'exemple que vous avez ici, où le point orange communique avec le point bleu. Ça veut dire qu'il y a un PC qui communique avec un autre. Donc, il ne peut pas communiquer avec les autres points qui sont en vert. Le next. La deuxième catégorie, c'est les multicast. Donc, en IPv4, par exemple, on parle de division, ça veut dire que nous allons parler avec tout le monde dans un réseau. Dans un réseau, si nous prenons une adresse de division, ça veut dire que nous allons parler avec tous les périphériques qui sont connectés sur ce sous-réseau. Donc, en IPv6, on ne parlera pas de division, mais on parlera plutôt d'adresse multicast. Donc, une adresse multicast, il va permettre de communiquer avec les périphériques qui se trouvent sur un segment local bien déterminé. Donc, il est utilisé pour pouvoir envoyer des paquets IPv6 sur plusieurs destinations. Ça veut dire que voilà, le point orange, il peut communiquer avec les trois points bleus. Même communiquer avec les 4 sur 5 ou les 6 sur 8 périphériques qui sont connectés dans le réseau. Le next. La dernière catégorie, c'est les adresses ENICAS. Donc, ces adresses ENICAS sont les adresses monodiffusion aussi, qui nous permettra de communiquer avec les périphériques les plus proches. Donc, contrairement à ce que j'ai dit, ici, on remplace la division par la monodiffusion. Et là, ça veut dire que si nous sommes 10 sur un seul segment, lui, quand il communique, s'il n'y a que deux périphériques ici, comme l'exemple nous le dit, qui sont les plus proches, il va communiquer avec les périphériques les plus proches. Ces périphériques aussi vont communiquer avec les périphériques les plus proches jusqu'à atteindre l'ensemble du réseau. Mais il ne va pas communiquer avec l'ensemble du réseau en même temps si nous utilisons des adresses ENICAS en IPv6. Le next. Donc, la longueur d'une adresse IPv6, je l'ai dit, une adresse IPv6, c'est de 0 à 128. Donc, ça veut dire que le préfixe, qui est la longueur du réseau, peut aller jusqu'à 128. Peut aller de 0 jusqu'à 128. Et notamment, on divise l'adresse en deux parties pour avoir une partie préfixe et une partie interface ID, qui est la partie haute en IPv4. Donc, le préfixe représente la partie réseau qui peut aller jusqu'à 128. Mais très généralement, c'est le 64 bits qui est utilisé. On donne 64 bits pour la partie réseau et 64 bits pour la partie haute.
Donc, c'est l'exemple qui est représenté ici. Ça veut dire que nous pouvons avoir beaucoup plus d'adresses en IPv6 qu'en IPv4. Et quand on rentre en profondeur des adressages, on peut diviser cette partie-là en trois pour avoir une partie de sous-réseau. Si nous rentrons dans la partie de subnetting, la partie sous-réseautage d'une adresse IPv6. Le next. Donc, on dit, contrairement à une adresse IPv4, qui non seulement une adresse, les adresses privées et puis les adresses publiques, ici, nous avons ce qu'on appelle des Global Unicast Address. Donc, ça, c'est des adresses qui sont similaires à ce qu'on appelle des IP publiques en adresse IPv4. En adresse IPv4, on va vous dire qu'il y a des adresses qui sont routables sur Internet et des adresses qui ne sont pas routables sur Internet. Donc, en V6, nous, on va parler de Global Unicast. Donc, Global Unicast sont des adresses qui sont routables sur Internet et de Link Local Address, qui est appelé le LLA. Donc, le Link Local Address sont des adresses qui ne sont pas routables sur Internet. Donc, ce sont des adresses qui vont communiquer sur une liaison IPv6 entre eux, mais ne peuvent pas aller dans un autre réseau. Oui, le next. Donc, la plage, par exemple, pour une adresse IP locale unique en IPv6, ça commence de FC002.7/7 jusqu'à FF2.7. Donc, c'est significatif par rapport à l'adresse IPv4. Donc, c'est une adresse IP privée, comme on le dit, ce n'est pas routable. On peut le comparer avec des adresses IP avec les adresses IP privées de la version 4, mais il y a une différence entre eux. Cette différence, notamment, c'est que les adresses IP qui sont localement uniques sont utilisées au sein d'un même site. Ça veut dire que, voilà, si nous avons notre entreprise qui s'appelle aujourd'hui AESOP, ça veut dire que si nous utilisons des adresses IP locales uniques, ces adresses IP vont nous servir uniquement à communiquer au sein de notre site, au sein de notre entreprise. Et c'est aussi des adresses qui peuvent être utilisées pour des appareils qui n'auront jamais besoin d'accéder aux autres réseaux. Ça veut dire que ces appareils-là ne vont pas aller sur Internet et ne vont pas communiquer avec d'autres appareils qui se trouvent dans un réseau différent que notre réseau ISO. Donc, les adresses qui sont localement uniques sont globalement acheminées et traduites par les IPv6 en global. Donc, ça veut dire qu'ils sont derrière les adresses IP publiques qui peuvent être routables si, dans tous les cas, nous voulons communiquer avec un réseau extérieur. Le next. Donc, les adresses de monodivision globale. Donc, ce sont des adresses qui sont uniques et ce sont des adresses qui sont routables sur Internet. Donc, c'est des adresses qui peuvent commencer par 2000 ou c'est des adresses qui peuvent commencer par 3000. Donc, quand on voit une adresse qui commence par 2000, deux points, quelque chose. Donc, ça veut dire que c'est une adresse IP globale et c'est aussi une adresse IP qu'on appelle publique qui peut aller sur Internet. Le next. Donc, la structuration d'une adresse IP, que ce soit une adresse IP globale, comme je disais que la partie où on a divisé l'adresse IP, deux parties pour avoir 64 bits côté network, 64 bits côté host, on peut le diviser, on peut ajouter une troisième partie qu'on va appeler subnet ID. Donc, c'est ce que nous voyons ici. Nous avons notre partie global routing prophérique, donc qui est la longueur du réseau dont le fournisseur d'accès, le provider d'accès est à l'Internet, comme les opérateurs, que ce soit Orange, Malitel ou encore Afreboon, qui fournissent l'Internet, eux, ils donnent cela. Ce sont eux qui vont déterminer la taille du réseau. Maintenant, la partie Subnet ID, l'administrateur peut décider, par exemple, que ce sera l'ID qui va représenter son site, si c'est par exemple le site 1
où est l'entreprise 1, où est l'entreprise 2, ou encore l'agence 1, l'agence 2. Donc, il va décider de cela. Il va donner un subnet ID qui va lui permettre d'identifier globalement, ça lui permettra d'identifier l'organisation. Donc, c'est une adresse qui vient de notre site 2. En voyant que c'est le subnet 3, il saura automatiquement que ça vient du site 3 et aussi l'interface ID. Il faut le tourner un peu. Je pense que vous avez sauté une slide. Il retourne juste sur. Voilà, c'est bon. Donc, après, nous avons. Non, le next. Voilà. Donc, après, nous avons une adresse IP globale de liaison qui est le LLA, dont je l'avais dit, qui permet à un périphérique de communiquer avec les autres périphériques compatibles avec l'IPv6 et sur une liaison unique. Donc, la liaison unique, c'est ce que vous voyez comme exemple ici. Notre PC, il a une adresse LLA qui le connecte à notre routeur qui est là. Donc, et notre routeur aussi a une adresse IP LLA qui le connecte à l'autre routeur. Donc, ça veut dire que ces deux routeurs-là peuvent communiquer avec des adresses locales de liaison et notre PC aussi peut communiquer uniquement avec des adresses locales de liaison avec le routeur. Mais s'il s'agit de communiquer, par exemple, du PC jusqu'au deuxième routeur, nous ne pouvons pas le faire avec notre adresse LLA. Donc, la plage de l'adresse LLA, c'est la FE82.2. Slash 10. C'est ça la plage d'une adresse LLA, qui est l'adresse locale de liaison. Le next, on peut aller sur le diapo suivant. Voilà. Les avantages d'une adresse IPv6. Il y a beaucoup d'avantages concernant l'adresse IPv6, notamment l'adresse IPv6 donne plus d'espace euh, d'espace IP que l'adresse IPv4. En adresse IPv4, nous n'avons que 4 milliards et quelques d'adresses IP. Tandis qu'en adresse IPv6, nous avons 340 sextillions d'adresses IP. C'est comme si nous pouvons donner à toute la population humaine une adresse IP. Et cela ne puisera pas aussi l'adresse IPv6. Donc, ça veut dire que vous et moi, nous pouvons tous avoir des adresses individuelles. Contrairement à l'IPv4, dont c'est carrément impossible aujourd'hui, on ne peut pas avoir d'adresse individuelle. Donc, les IP peuvent être individuels en IPv6. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres même qui disent qu'on peut donner des IP à des grains de sable sur toutes les plages au monde actuellement avec les IPv6. Et cela n'épuisera pas l'adresse IPv6. On peut aller sur le next. Le diapo suivant. Voilà. Donc, on disait que même si l'Internet, aujourd'hui, l'espace d'adresse IP qui fournit les 128 bits, est suffisant pour pouvoir gérer l'Internet pendant 155 milliards. Donc, l'objectif initial, c'est de fournir plus d'espace en IP que l'IPv4. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on va parler par exemple de l'Internet des objets et de la domotique, des maisons connectées, des voitures connectées, des réfrigérateurs connectés. Tout ça sont les bénéfices. Ça, ce n'est pas possible en tant que nous ne mettons pas à place les adresses IPv6, en tant que nous ne migrons pas vers les adresses IPv6. Aujourd'hui, quand on parle de maison connectée, la maison doit être connectée avec ce qu'on appelle des IP. Notre réfrigérateur qui se trouve chez nous doit être connecté à l'Internet avec des IP. Et la voiture, elle doit être connectée avec des IP. Donc, ce qui fait que l'évolution mondiale même nous exige, nous impose d'aller vers l'IP
l'IPv6 parce que initialement, cette évolution-là n'est pas possible avec l'IPv4 parce que l'IPv4 n'a pas assez d'IP non utilisés aujourd'hui pour pouvoir être fixé sur ces différents objets. Le next, on peut aller sur le diapo suivant. Voilà, on dit que l'une des raisons, faut retourner juste un peu. Voilà, on dit que l'une des raisons pour lesquelles les IPv4 s'épuisent aujourd'hui rapidement, ne s'épuisent pas rapidement, c'est que nous utilisons ce qu'on appelle le Network Address Translation, qui est appelé NAT. Donc, ce NAT-là, c'est un couteau à double tranchant parce qu'il faut savoir que initialement, les IP ont été créés pour faire une communication bout en bout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si moi je veux communiquer par exemple avec le PC de Bakary Kouyaté qui se trouve dans la CI, Bakary devait avoir ce qu'on appelle une adresse IP publique et moi, étant chez moi, je dois avoir une adresse IP publique. Donc, toutes les adresses doivent être routées sur Internet. Les IP étaient comme ça au début. Donc, on communique de bout en bout sans intermédiaire. Sans intermédiaire, ça veut dire que les IP ne changeront pas. Bakary va voir en clair mon IP, je verrai en clair l'IP public de Bakary. Mais c'est dans cette utilisation que nous nous sommes rendus compte que si on continue à utiliser les IPv4 de la sorte, on va épuiser la plage qui reste. Et c'est après réflexion qu'on a donné les IP les IP en V4 et en V6, les NAT et autres. Donc les NAT aujourd'hui vont nous donner la possibilité d'utiliser les trucs, d'utiliser ce qu'on appelle les adresses IP en privé qui seront traduits en IP public à la sortie. Viens sur le next slide. Le diapo suivant. On peut partir. Voilà. OK, c'est bon. Maintenant, l'exemple est là. Par exemple, la compagnie 1 va avoir beaucoup de trucs, va avoir beaucoup de PC qui seront dans un réseau 10.0.0.0 quelque chose. Donc, les PC vont avoir 0.1, 0.3 en fonction de ce que l'administrateur va donner. Mais si ces PC veulent aller sur Internet, ces PC n'iront pas directement sur l'Internet avec le réseau 10.0.0 quelque chose. Ils iront, ce réseau 10.0 quelque chose sera derrière ce qu'on appelle une configuration de NAT qu'on va mettre en place et qui va avoir une seule adresse IP publique pour présenter l'ensemble du réseau 10.0.0. Donc, ça veut dire qu'à partir de la sortie du réseau, ce n'est plus l'adresse IP 10.0.0 là qui va partir sur Internet, plutôt l'adresse IP publique qui sera configurée à la sortie qui va partir. C'est l'exemple qu'on passe, c'est comme si vous avez plusieurs téléphones et vous avez une seule ligne de sortie. Donc, l'exemple frappant, c'est la sorte. Donc, c'est pourquoi on dit le NAT, c'est un couteau à double tranchant. C'est bien parce on peut toujours utiliser les IP V4 un peu plus de temps sans pour autant épuiser la plage d'adresse IP. Mais ce NAT-là joue sur certains des protocoles. Ça joue sur des protocoles, notamment qu'on appelle des protocoles voix sur IP. On peut aller sur le next. Ça joue sur des protocoles tels que les voix sur IP et d'autres protocoles. Donc, tout ce qui est courrier, tout ce qui est mail et autres, il n'y a pas de problème, on ne va pas le sentir de ce côté-là. Mais si il faut faire ce qu'on appelle de la voix sur IP, des téléphonie sur IP, ou encore des protocoles qui utilisent du peer-to-peer, c'est-à-dire d'une liaison à une autre, donc le NAT n'est pas conseillé. Le NAT a beaucoup de problèmes à gérer cela. Donc, c'est pourquoi on dit que tous ces problèmes-là de l'IPv4 sont résolus dans l'IPv6. Notamment, chaque système peut avoir sa propre adresse IP et qui permet une innovation qui est vraiment renouvelée. En IPv6, on n'aura pas de problème à avoir des adresses IP et on n'aura pas
la nécessité d'implémenter ce qu'on appelle du NAT pour pouvoir communiquer, parce que le NAT est là pour pouvoir préserver eh, la réserve d'IP V4 qui est là. On n'a pas besoin de préserver en IPv6 vu que le nombre d'IP V6 est 10 fois, 1000 fois plus supérieur que la population existante. Mhm. On peut aller sur le next. Les configurations stateless, les configurations sans statut. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en IPv4 aujourd'hui, pour mettre une configuration automatique, bon, nous avons deux types de configuration d'IP sur les clients. Soit nous mettons les clients en statique, ça veut dire que nous allons passer one by one sur les différents clients pour les configurer leur adresse IP. Soit on va mettre en place un serveur DHCP ou un routeur qui va jouer le rôle de serveur DHCP et va donner automatiquement des IP à nos différents clients. Donc, en mettant en place le serveur DHCP, le serveur DHCP donne, mais sauf que nous n'avons pas la garantie, par exemple, que le PC, moi, mon PC, il s'est connecté à notre serveur DHCP aujourd'hui, il m'a donné une adresse IP 192.168.1.1. Si je me déconnecte et que je reviens plus tard, il va me donner peut-être une autre adresse qui n'est pas le 1.1, c'est le 1.24, le 1.30. En tout cas, ça peut être une autre adresse différente de l'adresse IP que j'ai eue dans la connexion initiale. Donc, nous n'avons pas cette garantie. Même s'il y a certains des équipements aujourd'hui qui acceptent de le faire en faisant une configuration supplémentaire, ce n'est pas par défaut. Le next. Donc, ce problème aussi est résolu en IPv4. Parce qu'en IPv4, quand une adresse IP est constituée, c'est la machine elle-même qui constitue son adresse IP. C'est-à-dire quoi? La longueur 64 bits dont on a parlé, l'adresse IP, la machine va prendre cette longueur 64 bits et insérer une partie de son adresse MAC à la place entre la partie réseau et la partie haute afin d'avoir une adresse IP V6 de 128 bits. Donc, ce qui fait que déjà l'adresse deviendra une adresse unique sur le réseau. On ne parlera pas de conflit d'adressage parce que l'adresse MAC de chaque périphérique est, est différente. Et ce qui fait que à chaque fois que la machine va se connecter, il y aura des connexions répétitives, la machine va toujours avoir la même adresse IP en V6. Donc, sans pour autant faire des configurations supplémentaires. Donc, la configuration stateless aussi donne la facilité aux administrateurs de pouvoir gérer leur réseau avec des adresses IP identiques. Mhm. Le next. Donc, aussi, on parle toujours de la configuration DHCP. Quand on fait une configuration DHCP, même si les clients vont recevoir leurs IP en automatique, il faut donner une configuration manuelle à notre DHCP. Donc, il faut passer sur le serveur, faire une configuration manuelle, dire que voilà, le serveur a telle adresse IP, pour que à chaque fois que la configuration, sinon l'IP du serveur change, ça joue sur beaucoup de choses. Parce que ça va jouer sur les clients qui doivent s'adresser au serveur. Ils ne sauront pas quelle adresse le serveur DHCP ou un serveur DNS a. Donc, le fait, ce problème aussi est résolu par l'IPv6, toujours avec la configuration state la configuration stateless ou encore l'auto-configuration du serveur. Ça veut dire qu'il va toujours avoir les mêmes serveurs sans pour autant que nous fixons euh, une adresse IP manuelle sur le serveur. Mhm. On peut aller sur le next. Donc, on dit, sauf circonstances ou cas particuliers, les PC vont toujours avoir les mêmes IP, comme je l'ai dit. Donc, ici, on parle de renouveler les IP. Par exemple, dans un réseau, nous allons avoir ce qu'on appelle des sous-réseaux.
Si nous changeons, par exemple, l'adresse IP, on peut changer l'adresse IP d'un groupe d'autres ou bien d'un ensemble d'autres. Donc, en changeant cela, automatiquement, en IPv6, il y a ce qu'on appelle une interruption, en IPv4, une interruption de connexion. Les connexions s'interrompent parce que les machines doivent changer leur adresse IP afin d'avoir de nouvelles adresses IP pour rétablir encore la session. Donc, en IPv6, c'est là aussi, ce problème aussi est résolu. On peut changer les adresses IP d'un groupe d'autres, mais les sessions qui sont actuelles vont toujours rester vont toujours rester en utilisation sans pour autant être interrompues. Mais les nouvelles sessions qui seront créées ces nouvelles sessions vont utiliser la nouvelle adresse IP que nous avons allouée ou bien que nous avons donnée à notre serveur. Donc, cela permet d'avoir une continuité dans ce que nous faisons, sans pour autant interrompre toujours les sessions à chaque fois que nous changeons les IP en V6. Le next, l'efficacité de l'adresse IPv6. L'adresse IPv6 est efficace dans tout ce qui est traitement d'IP. Par ailleurs, quand nous regardons l'entête d'une adresse IPv4, l'adresse d'une adresse IPv4 est de 20 octets, qui est multiplié par 2 en IPv6. En IPv6, nous avons 40 octets. Donc, la longueur déjà de l'IPv6 est fixe, l'entête de l'IPv6 est optimisée et peut traiter jusqu'à 64 bits. Contrairement qui est à 32 bits en IPv4, la somme de contrôle qui est appelée checksum en IPv4 n'est plus calculée à chaque fois qu'un paquet va traverser un routeur. Donc en IPv6, ça, on ne le fait plus. Le next. Donc le fait, par exemple, on parle de MTU, MTU, c'est la taille maximale de paquet qu'on peut envoyer dans un réseau. Maintenant, pour que respecter ce MTU, le MTU, la taille maximale, c'est à 1500 dans un réseau Ethernet. Voilà. Donc, pour respecter cela, on est obligé de fragmenter les différents paquets qu'on envoie. Donc, les routeurs fragmentent les différents paquets qu'on envoie. Si les paquets ne sont pas fragmentés, il est difficile que ces paquets-là soient envoyés en IPv4. En IPv6, ce n'est pas la peine. En IPv6, cette partie de fragmentation n'est plus nécessaire parce que à chaque fois qu'il va y avoir communication, c'est la destination lui-même qui va dire à la source, voilà le dimensionnement de paquet qu'il faut prendre. Donc, on n'a pas besoin de fragmenter en IPv6, contrairement à en IPv4. Donc, toutes les divisions pour les fonctionnalités qui sont, par exemple, des découvertes sont remplacées par des multidivisions. Donc, tout ce qu'on appelle, on fait des divisions pour la découverte, par exemple, d'un serveur DHCP, d'un serveur DNS dans un réseau. Quand une machine se connecte, il va envoyer un message de broadcast, un message de diffusion à l'ensemble du réseau afin de retrouver, par exemple, un serveur DHCP qui puisse le fournir une adresse IP. Donc, tout ça, c'est remplacé par ce qu'on appelle des messages de multidivision. Donc, tout le monde ne recevra pas le message, mais c'est plutôt quelques-uns qui vont recevoir le message et qui vont relayer à leurs proches aussi jusqu'à la destination quand il s'agit d'un message de multidivision en IPv6. Le next. En IPv6, on parle aussi des mythes. Des mythes en IPv6, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont faire ce qu'on appelle de la désinformation sur l'IPv6 en exagérant un peu. Ce sont souvent des informations qui sont fondées et souvent c'est des informations qui ne sont pas fondées. On va vous dire par exemple que le Next, souvent il y a d'autres qui disent par exemple que voilà, l'IPv6 est plus sécurisé que l'IPv4. Bon, ce sont des informations qui sont un peu fondées, mais cela n'est pas toujours fondé parce que quand on dit, on fait référence notamment à l'application du protocole IPsec sur l'IPv6. L'IPv6 est accompagné directement du protocole IPsec. Bon, en IPv4 aussi, le protocole IPsec, on peut bel et bien l'implémenter en IPv4 pour pouvoir faire la protection lors de la transmission de nos données, afin que ces données ne soient pas altérées au cours de leur circulation sur le réseau ou de pouvoir chiffrer ou faire l'authentification avec cela
côté niveau IP. Mais il faut savoir que ce sont les mythes, parce que ce protocole dont on fait allusion sur l'IPv6, on peut bel et bien l'implémenter aussi sur l'IPv4. Donc, ce n'est pas une raison valable pour dire que l'IPv6 est plus sécurisé que l'IPv4, même si on sait que le protocole IPsec nécessite beaucoup d'efforts pour pouvoir faire une configuration, pour avoir un bon niveau afin de le faire. Le next. Voilà. Voilà. Donc, on dit que dans la pratique de l'exécution de l'IPsec en IPv6, bon, il y a beaucoup de défis parce que l'IPv4 travaille avec le protocole NAT et le protocole NAT n'est toujours pas valable quand on fait de l'IPsec. Il faut toujours pouvoir, comme je l'ai dit, il faut s'y connaître en réseau afin de mieux l'implémenter en fonction des besoins du client ou encore en fonction de notre besoin. Mais ce qui est à retenir, c'est à retenir que voilà, l'IPv6 est toujours accompagné de protocole IPsec et le protocole IPsec est aussi valable sur l'IPv4. Uh-huh. The next. Voilà. Donc, on dit dans un réseau IPv6, un Ethernet obtient généralement jusqu'à 64 bits pour mémoriser les autres. Donc, avec l'IPv4, cela ne dépasse jamais les 16 bits. C'est la partie réseau dont on parle. Donc, la partie réseau et la partie haute, voilà. Il est souvent, c'est moins que les 16 bits. Donc, cela signifie que, par exemple, si on a 16 bits, ces 16 bits-là, on évalue, on peut faire sortir de la partie réseau. Donc, on sait pertinemment que, voilà, 16 bits, on peut avoir tel nombre de réseaux, tel nombre de sous-réseaux avec l'IPv4. Donc, il est plus facile, par exemple, par un attaquant, de pouvoir scanner 16 bits l'ensemble des réseaux qui se trouvent dans 16 bits que de pouvoir scanner l'ensemble des réseaux qui vont se retrouver dans 64 bits. Donc, c'est ici on veut faire allusion. On dit, voilà, si un attaquant veut scanner un ensemble de réseaux pour retrouver les sous-réseaux en IPv4, l'attaquant a beaucoup plus de facilité en V4 qu'en V6. Donc, on parle de mobilité. La mobilité, prends l'exemple sur la communication téléphonique. Donc, cette communication téléphonique, voilà, étant dans la voiture, nous pouvons communiquer. Et nous savons, par exemple, que les opérateurs, ils font ce qu'on appelle des cellules, des différentes cellules. C'est-à-dire que vous pouvez quitter un quartier jusqu'à un autre, mais une cellule à une autre cellule, en communiquant sans pour autant que l'appel ne se coupe sur le réseau est bon, bien sûr. Voilà. Donc, c'est ça qui est appelé la mobilité. En informatique aussi, il y a la mobilité. C'est le fait de pouvoir quitter une zone de couverture vers une autre zone de couverture. On a la possibilité de le faire quand nous avons des multitypes de Wi-Fi dans un bâtiment ou bien dans une cour. Donc, cette mobilité, on le fait en IPv4. Donc, vous pouvez quitter une cellule vers une autre cellule sans qu'il y ait là et sans qu'il y ait l'interruption sur votre communication. Voilà, sans qu'il y ait la réinitialisation du session. Mais en IPv6, ce n'est pas encore tout à fait implémenté, la mobilité en IPv6, les normes ne sont pas encore établies. Le next, on peut aller sur le suivant. Voilà, donc la qualité of service. Donc on dit souvent aussi que la qualité de service en IPv6 est meilleure par rapport à l'IPv4, même si les deux protocoles aussi prennent en charge l'hierarchisation, c'est-à-dire la qualité de service, on peut prioriser un trafic par rapport à un autre. Surtout ceux qui travaillent dans le domaine de la voix sur IP et autres travaillent beaucoup plus avec la qualité de service. Mais il faut savoir que leur différence va se situer juste à l'ajout d'un champ. On peut aller sur le next, hein. Voilà. Leur différence va se faire à l'ajout d'un champ supplémentaire sur l'IPv6 qui est appelé notre champ de flux, l'étiquette de flux, donc qui n'est même pas utilisé pour le moment. Donc, si on arrive à utiliser l'étiquette de flux, qui est le champ supplémentaire sur la partie et sur l'entête des IPv6, on pourra avoir davantage à
en termes de qualité of service par rapport à l'IPv4. Mais jusque-là, ils ont tous les deux, peuvent utiliser tous les deux ce qu'on appelle le protocole, les QoS. On peut toujours faire la priorisation de paquets sur les deux protocoles. Mais l'IPv6, quand on va l'implémenter à 100%, on pourra faire beaucoup plus que ce qu'on fait actuellement. Oui, on peut aller sur le next où on va parler de quand l'IPv6, c'est pour quand. Donc, l'IPv6, déjà, c'est toujours en voie de développement depuis plus de 10 ans, si on peut dire, parce que l'IPv6 a été lancé officiellement, l'exécution a été lancée officiellement en 2012. Si je ne me trompe pas, en juin 2012. Il y a certains des pays déjà qui ont commencé à l'utiliser. Notamment en France, il y a l'opérateur Free qui utilise l'IPv6 déjà de bout en bout, de leur corps réseau jusque chez le client. C'est-à-dire qu'en France, aujourd'hui, si vous prenez votre connexion Internet fibre avec Free, ils vont vous donner juste l'IPv6 jusqu'à chez vous. Donc, vous allez utiliser l'IPv6. Donc, pour vous dire que il y a des pays qui sont développés, qui utilisent actuellement l'IPv6, tels que le Japon, en Corée, on utilise l'IPv6. Mais chez nous, ici, l'IPv6 est rarement utilisé, même si on l'utilise. Voilà, peut-être les opérateurs l'utilisent au sein de leur réseau interne, dans leur corps réseau, mais on n'a pas encore commencé à déployer jusque sur le client. Et notamment, cela n'est pas fait parce qu'il y a une complexité en IPv6, une complexité déjà de la transition d'IPv4 en IPv6. Comme je l'ai dit au début, l'IPv4 n'est pas compatible directement avec l'IPv6. Si on veut l'implémenter, il faut passer par les trois qu'on a dit, soit on fait du dual step, soit on fait du tunneling, ou encore on fait du traduction d'IPv4 en V6. Donc, c'est ce qui rend un peu plus l'implémentation difficile pour nous les Africains. Mais on part sur le next. Voilà. Mais il faut savoir que voilà, l'évolution de la technologie pousse à aller vers l'IPv6, qu'on le veuille ou pas. Donc, l'IPv6 aujourd'hui doit être une compétence pour chaque ingénieur, chaque ingénieur dans le domaine de la technologie. Parce que quand on parle d'innovation, on parle de l'évolution, on parle du futur, on est obligé d'utiliser l'IPv6 pour pouvoir exécuter cette évolution-là. Notamment, on a parlé des objets connectés, on a parlé des domotiques, des maisons qui seront connectées, des réfrigérateurs qui savent, voilà, que vous descendez à tel point, qui peuvent réchauffer vos nourritures avant que vous ne soyez là, des réfrigérateurs qui peuvent vous envoyer des mails ou faire des commandes par eux-mêmes. Tout ça va se faire avec ce qu'on appelle l'IPv6. Donc, actuellement, l'implémentation n'est pas full déjà, même si on est toujours en train de mailler l'Internet vers l'IPv6, de façon à avoir euh, l'Internet 100% IPv6, c'est toujours en cours. Et il faut comprendre, l'implémentation va commencer chez les opérateurs et enfin les utilisateurs vont l'utiliser. Donc, on ne peut pas dire que voilà, c'est à tel moment que l'IPv6 sera 100% opérationnel, mais il faut se dire que voilà, dans 5-10 ans maximum, en Afrique, nous allons commencer à utiliser l'IPv6 comme on le fait dans d'autres pays. Donc, oui, le next. Alors, le next, tu peux aller sur la partie conclusion. Voilà. Donc, on peut conclure qu'en disant que c'est la pénurie des adresses IP publiques qui a fait que l'IPv6 a vu le jour. Et cependant, les principaux points bloquants de l'IPv6 est qu'il y a pas de compatibilité entre le V6 et le V4. Et le V6, il est obligé de s'imposer avec l'évolution en cours. Qu'on le veuille ou pas, on va tendre vers l'IPv6. Donc, il va s'imposer par les innovations, il va s'imposer par une évolution technologique. Et pour cela, il va falloir qu'il y ait une volonté mondiale. Et de cette volonté mondiale, on va parler de la volonté même du gouvernement, des opérateurs, et des constructeurs de trucs, des constructeurs d'équipements, même si les constructeurs aujourd'hui ne construisent jamais d'équipements technologiques qui ne supportent pas les IPv6. Donc, il va falloir qu'il y ait
une volonté mondiale de migration qui permettra à l'IPv6 de s'imposer et de basculer vers une utilisation full mesh en IPv6. Voilà. Ainsi prend fin la présentation sur l'adressage IPv6. Merci, Chaka, qui nous a fait voyager euh, dans le domaine de l'adressage, nous faisant quitter les limites de l'IPv4 jusqu'à au motif, aux raisons de création de l'IPv6, aux avantages, aux mythes, et jusqu'à l'imposition ou de la volonté en concluant que l'IPv6, par le fait des choses, par l'évolution technologique, sera incontournable. Merci, merci pour cette brillante présentation. Euh, je note aussi pour les jeunes étudiants que euh, pour la mise à jour, pour pouvoir suivre l'évolution de l'adressage comme de toute la technologie, l'anglais est nécessaire et incontournable. Alors, nous allons passer à la phase de questions-réponses. Pour ceux qui veulent, nous sommes à 15h29. On va prendre une trentaine de minutes pour pouvoir euh, échanger, clarifier des concepts qui sont encore flous pour certains. Mais je rappelle aussi qu'il y aura une formation en présentiel qui débutera le lundi. Pour ceux qui veulent approfondir le concept, et cette opportunité est aussi disponible. Merci et la parole est à ceux qui veulent demander. Vous pouvez lever la main pour ceux qui veulent demander. Ou bien c'est compris. Il n'y a pas de question. Ah, comme l'adage le dit, s'il n'y a pas de question, c'est soit tu n'as rien compris, soit tu as tout compris. Non, je pense qu'ici, Alors, ça sera, bonjour. on a tout compris. Bonjour. Oui, Oui, bonjour. Bonjour. Euh, Merci, professeur, pour votre présentation. Je vous en prie, c'est grave. OK. Alors, la question que je voudrais poser, peut-être que j'ai pris un peu le train en marche, peut-être que la définition est passée avant mon arrivée. Alors, je voudrais savoir, c'est quoi l'IPsec par rapport à l'IPv4 et par rapport à l'IPv6? Première question. OK. Oui. OK. Vous Je pouvez aller réponds à en des ça questions où d'abord. on leur essence d'abord. bon, comme il n'y a pas de main là, allez-y. OK. L'IPsec, c'est un protocole. En fait, c'est un protocole de sécurisation pour l'échange. C'est un protocole, par exemple, quand moi je te parle, je te dis bonjour, c'est gars, voilà, je pose ma question en clair. Tu le comprends directement. Mais quand on applique le protocole IPsec entre les deux périphériques, c'est pas le bonjour en clair là, les gens ne vont pas voir. Il va le chiffrer. Il va le chiffrer pour pouvoir l'envoyer. Donc, c'est fait pour pouvoir.
Voilà, donc il va le chiffrer pour pouvoir envoyer. Donc, on peut dire que IPsec, c'est un protocole de protection pour les échanges. Donc, c'est un protocole, comme je l'ai dit. Beaucoup de personnes disent que l'IPv6 est plus sécurisé que l'IPv4. Je dis que ce sont des mythes. Et on fait référence, par exemple, au protocole IPsec qui est automatiquement implémenté sur l'IPv6. Mais ce protocole IPsec, on peut bel et bien l'implémenter sur l'IPv4 aussi. Donc, c'est ce que je disais pour dire que voilà, on ne peut pas se baser sur ça pour dire que l'IPv6 est plus sécurisé que l'IPv4. Mais le protocole IPsec est un protocole de protection, hein, des échanges. Merci, C'est bon? chacun. C'est bon? Oui, c'est bon. Sega? C'est bon. OK. Oui, c'est bon, Malik. Bonjour. OK, bonjour. Oui. Oui, ça va, OK. c'est bon. Je OK. peux passer, s'il y a pas une autre main levée, je peux passer à la deuxième question. Oui, OK. Alors, vous avez dit que l'IPv6 n'est pas compatible avec l'IPv4, la version 4. Oui. Alors, donc, ce qui sous-entend que moi, ma machine qui est sur l'IPv6 version 4 ne peut pas communiquer, envoyer un message avec une machine qui est sur l'IPv6. C'est ce que vous voulez dire par là, non? Directement, non. En fait, non. Par exemple, si, prenons l'exemple frappant sur un ping, hein, vous mettez des machines dans un réseau. Déjà, Mhm. qu'est-ce que le principe de l'informatique veut? Le principe de l'informatique veut déjà que ces machines-là soient dans le même réseau pour pouvoir communiquer. S'ils ne sont pas dans le même réseau, il faudrait qu'il y ait un routage entre eux pour pouvoir faire la Tout à fait. communication. Donc, il n'y a pas cette Tout à compatibilité fait. de communiquer en IPv4 vers l'IPv6 sans pour autant implémenter l'une des trois catégories de coexistence qu'on a dit, notamment le DualSec qui va, qui va indiquer, sinon qui va exiger à ce que le périphérique ait une adresse IPv4 et une adresse IPv6, les deux à la fois, ou encore faire des tunneling. Des tunneling, on va faire comme des VPN encapsuler des paquets dans un paquet IPv4 pour pouvoir l'envoyer, mais alors que le paquet est 100% IPv6. Mais l'entête sera en IPv4. Donc, sans l'une de ces trois catégories, on ne peut pas faire la communication de l'IPv4 vers l'IPv6. Non. OK. Merci. C'est bien compris. Merci. Merci bien, Siga. il y a Samasekou. C'est un bonjour ou bien c'est une main levée pour poser une question? Bonsoir à tous. Je pense que c'est pour une question. OK. Très brillante présentation. Si je peux vous appeler formateur. Oui, Alors, il n'y a pas de problème. voilà, moi, ma question se situe au niveau, comme vous avez touché deux points essentiels, à savoir le routage. Voilà, dans votre intervention tout de suite, vous avez parlé de routage et du tunneling. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Par exemple, si on suppose qu'on veut installer, par exemple, nos routeurs, on se focalise un peu sur les routeurs, c'est-à-dire si on veut installer nos routeurs, c'est dans des différentes régions du pays, le Mali, à savoir si on prend par exemple trois régions, pardon, par exemple Mopti, Sigasso et puis le Mali comme étant un peu le centre. Si on suppose que notre centre routeur est au Mali, et puis on veut réaliser une connectivité entre ces différents routeurs. Ma question se situe, est-ce que pour les moyens de transmission, comment on doit le faire pour que ces routeurs-là puissent se voir et à ce qui concerne les adressages aussi, comment attribuer les adressages à ces différents routeurs pour assurer une bonne connectivité? Ok, Merci. Vous avez dit Mopti, Sigasso et le Mali. Je pense que non, ces deux Bamako, quoi. sont Et le Bamako. Bamako, et le Bamako. Le Mali, là, c'est Bamako, Ouais. quoi, Mali. Ouais, exactement. Désolé. Ah, Ouais. moi, je ne serais pas d'accord, hein. OK. Le Mali... Voilà, au fait, ça, c'est une interconnexion. Quand tu veux interconnecter trois régions différentes, il y a beaucoup de manières de pouvoir faire ces interconnexions. Et déjà, tu peux le faire via Internet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas prendre de l'Internet sur les trois sites, Bamako, Mopti et puis Gao, comme vous l'avez dit.
Donc, en faisant une config, que ce soit en IPv4, en IPv6, cela est bel et bien possible. Quand on parle de routage, on parle de protocole de routage. Maintenant, ces protocoles de routage, en statique, déjà, bon, voilà, on peut le faire sur les deux. On peut le faire en IPv6, on peut le faire en IPv4. Et en dynamique, tu as des protocoles de routage pour l'intérieur des mêmes AS, notamment le RIP. Il y a la version 2 et la version 3, c'est pour l'IPv6. Tu as le OSPF aussi version 3 pour l'IPv6 et le EGRP version 3 pour l'IPv6. Voilà, pour te dire que les protocoles de routage dynamique, il y en a beaucoup qui supportent l'implémentation de l'IPv6. Donc, voilà. Donc, quand tu fais d'adressage, déjà, c'est en IPv6. Mais pour que ces trois puissent communiquer, il faudrait que tu aies des adresses IP publiques. Parce que, voilà, soit tu vas mettre de la fibre voilà, de Bamako jusqu'à Sévaré et de Sévaré jusqu'à Gao pour les interconnecter sur un truc, un commutateur, ce qui est beaucoup plus coûteux. Soit tu vas passer par un opérateur qui va faire ce qu'on appelle du VPN, si tu veux, du VPN Layer 3. Donc, ta communication, ton routage va passer par l'opérateur pour atteindre les sites différents. Ou soit toi-même, tu prends de la connexion Internet sur les sites différents, tu vas faire une interconnexion, l'interconnexion VPN entre ces trois sites-là, en ayant des adresses IP publiques. Et c'est en ce moment que tu seras obligé d'implémenter l'IPsec parce que l'interconnexion VPN sera ouverte sur Internet et Internet est un réseau qui n'est pas sécurisé. Si on dit qu'il n'est pas sécurisé, n'importe qui est sur Internet et on peut capturer le trafic qui passe entre les différents sites. Pour que cela ne puisse pas se faire, même si on le fait, que ton trafic soit sécurisé, tu vas implémenter des protocoles de sécurisation tels que IPsec. Donc, c'est la réponse un truc. Il y a beaucoup de manières de le faire. Tu passes soit par un opérateur qui va faire un VPN Layer 3 et un VPN de niveau 3, soit toi-même tu fais la configuration de ton VPN sur Internet. De toute façon, c'est l'interconnexion VPN qu'il faut le faire. Et quand tu fais une interconnexion VPN par toi-même, il faut le protéger par un protocole de sécurité comme IPsec. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, c'est tout. Mais si je peux un peu avancer sur le thème, par exemple, comme vous l'avez si bien dit, si je passe vers un opérateur qui va me proposer un VPN qui va permettre à mes routeurs de communiquer très facilement. Et après, j'ai une autre question. La Oui, question se situe, par exemple, si je fais mes simulations sur Packet Tracer, moi, ce que je vais créer un programme, un code qui va me permettre de lancer un ping automatique avec le protocole UDP, bien sûr, pour vérifier la connectivité entre mes routeurs là qui sont installés sur ces différents sites-là. Est-ce qu'il y a un moyen pour ça? Par exemple, si on prend que ce soit Packet Tracer ou GNS3, je pense que ça, c'est un peu local, c'est-à-dire ça ne sort pas. Si c'est bien ça. Les euh, simulations effectuées sur Packet Tracer ou GNS3. oui, même si tu fais la simulation sur Packet Tracer, déjà sur Packet Tracer, il faut interconnecter les trois routeurs via un câble, si tu veux. Maintenant, Oui. donner des différentes IP déjà sur ces interfaces et après passer à la configuration du tunneling, passer à la configuration du VPN entre tes sites. C'est ce qu'il faut faire. Donc, quand tu passes à la configuration du tunnel entre tes sites, il faut savoir déjà que le VPN n'est pas l'interconnexion des IP publics, c'est-à-dire que ce n'est pas les interfaces WAN qu'on interconnecte en VPN. Le VPN est là pour pouvoir interconnecter les LAN. Parce que quand tu as des IP publics ici à Bamako et à Mopti, les IP publics sont tous les deux sur Internet. Ce qui fait qu'eux, ils se voient déjà. Ils peuvent communiquer entre eux sans problème. Mais c'est le LAN qui se trouve d'IP public qui ne peut pas payer, qui ne peut pas communiquer. Donc, c'est la même chose. L'interconnexion, l'objectif du VPN, c'est pouvoir interconnecter ces LAN-là. Maintenant, pour répondre à ta question clairement, il faut une séance de pratique. Je te conseillerais de peut-être t'inscrire sur la séance de pratique qui aura lieu peut-être à partir de lundi. Peut-être que nous allons voir un de ces cas pratiques-là et le faire ensemble. Comme ça va complètement résoudre ton problème de plus. Maintenant, tu peux, quand tu dis que tu veux lancer des pings, tu vas lancer des pings entre tes LAN, en fait. C'est après que tu finis de configurer le VPN. En tant que le VPN n'est pas bien configuré, le ping ne passera pas. Et pour vérifier, il faut d'abord vérifier que le VPN est apte
avant de passer à la phase de test. Maintenant, D'accord, bien reçu. voilà, on ne pourra pas dire, par exemple, que voilà, il faut taper telle commande, il faut taper telle commande. Bon, voilà, c'est pas, c'est pas évident, on pourra te dire ici. Mais si tu t'inscris peut-être à la phase pratique, lors de la séance pratique, on aura à configurer les VPN ensemble en IPv6. D'accord, Merci. merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a Fulgence Kofi. Il est en ligne? Oui, oui, je suis là. Oui. Vous dites si le IPv4 est aussi sûr que le IPv6, l'avantage réel de IPv6 est le nombre d'adresses importantes dont dispose IPv6. Oui, oui, c'est la question. Non, en fait, il y a des mythes qu'on a soulevés. Sinon, l'IPv4 a beaucoup plus d'avantages que cela. On a parlé, par exemple, de l'Internet des objets. Et l'IPv4, l'IPv6, question en termes de sécurité, bon, c'est un débat parce que l'IPv6, quand on dit par exemple que voilà, on donne des IP à tout le monde, voilà, il faut qu'il y ait aussi de la sécurité derrière parce que quand toi tu as une adresse IP publique tout de suite, ça veut dire que moi, étant chez moi, je peux pinguer ton adresse, je peux faire des tests de pénétration sur ton adresse actuellement, alors que en IPv4, tu n'avais qu'une seule adresse IP publique. Voilà. Donc, pour te dire qu'en termes de sécurité sur l'IPv4 et l'IPv6, c'est vraiment un autre thème. C'est un autre thème très vague. Il y a des points où vont se suivre, il y a des points où l'IPv6 va dépasser l'IPv4 et vice-versa. Mais il faut savoir que l'IPv6 a vu le jour quand il y a eu des pénuries déjà en IPv4. Et tout ce qui est problème sur l'IPv4 est corrigé sur l'IPv6. Ce n'est pas seulement les problèmes de plage d'adressage. Voilà. Adama, Adama, Adama Doumbia. Il demande si les protocoles utilisés en IPv4 sont les mêmes qu'en IPv6. Oui, j'ai cité par exemple tout de suite les protocoles de routage. J'ai dit par exemple en OSPF, tu as l'OSPF version 1, version 2 pour l'IPv4. Ça, c'est des protocoles de routage. Voilà. Donc, ces mêmes protocoles de routage-là sont utilisés en IPv6 et la réglementation, la manière de le faire ne change pas. Mais peut-être c'est les commandes qui vont changer. Par exemple, si je prends le OSPF, tu dois faire le OSPF, donner l'ID du process. Tu fais ça, la même chose en IPv6. Mais sauf que la partie IP, tu es obligé d'ajouter V6 là-bas. Donc, le principe ne change pas, c'est les commandes qui peuvent changer. Les protocoles qui sont valables en IPv4 sont aussi valables en IPv6. Oui. Ok, merci. Il y a quelqu'un qui demande des détails de la formation du lundi. Tapis, hein, c'est ça? La formation sur du lundi, effectivement, concerne le même concept l'adressage IPv6, mais de façon plus détaillée. Et il aura lieu à la GTIC sur 3 jours, hein, si je ne m'abuse. Oui, c'est lundi, mardi, mercredi. Mercredi. Mais le mieux, Voilà. peut-être s'il a le numéro Maintenant, si vous avez, parce qu'on avait déjà une liste, c'est à vérifier si tous les gens qui étaient sur le groupe NextGen, qui se sont manifestés, sont déjà inscrits. Et je pense qu'il reste quelques places pour ceux qui n'ont pas leur nom inscrit sur la liste. Ils pourront se manifester d'ici là sur nos différentes plateformes. Euh, ok, si vous voulez, Tapili, il dit qu'il Allô? aimerait bien participer. oui, je Bonjour. vois. Oui, Oui, Tapili, ok. Tapili.
Oui, Il y a vous me Ousmane recevez? Samasekou. Il y a Samasekou et Tapili, Vous me hein? recevez? OK, OK. Euh, vous pouvez mettre dans le chat vos contacts pour que l'organisateur puisse prendre vos contacts pour pouvoir voir. Vous mettez nom, prénom et contact dans le chat. OK, on va continuer. Bekay Sissevi. Trois, Oui, trois places. bonsoir Malik. Bonsoir Diara, bonsoir à tous. J'ai des petites questions. Bonsoir, Bekay. Les questions sont les bienvenues. Ok. Alors, de IPv4 à IPv6, est-ce qu'il y a eu une version 5 d'Internet Protocol? Oui, Première il y a eu. question. La deuxième, donc voilà, j'aimerais poser ça. OK. Tu as évoqué les différents avantages de la version 6 d'Internet Protocol. Est-ce qu'il y en a au moins un inconvénient en OK. IPv6? C'est les deux questions. Elle a des questions. Oui, et il y a eu un protocole IPv6, IPv5, mais qui n'a rien à voir avec l'Internet. C'était un protocole pour la partie QS, la Quality of Service. Donc, ce protocole a vu le jour avant V6. C'est pourquoi on a quitté directement de V4 à V6. On a bypassé déjà ces normes. Il y avait déjà une norme qui existait sur le protocole IPv5. Mais ce protocole IPv5, c'est uniquement pour la qualité de service. Ce n'est pas pour la partie interconnexion ou autre. Ça n'a rien à voir avec Internet. Et l'inconvénient de l'IPv6, oui, je peux t'en citer au moins un, qui est la partie sécurité, comme je le disais tout de suite. La partie sécurité, et il va faire beaucoup un truc. Par exemple, on parle de l'Internet des objets. L'Internet des objets, quand il va voir jour à 100% full, ça veut dire que la majeure partie des objets que nous utilisons vont avoir des adresses IP. Aujourd'hui, moi, je regarde ma télé ici. Voilà, c'est difficile de pouvoir l'attaquer par quelqu'un d'autre. Et voilà, si toutefois j'utilise cette télé qui a une adresse IP publique, ça veut dire que n'importe qui peut l'attaquer. Aujourd'hui, je suis dans ma voiture, je le conduis par moi-même. Demain, si j'achète une voiture qui est conduite par quelqu'un d'autre à distance à travers une adresse IP publique, ça veut dire que n'importe qui peut attaquer cette voiture-là parce que la voiture a une adresse IP publique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous avançons dans l'implémentation de l'IPv6 en full, on sera obligé aussi d'implémenter la sécurité qu'il faut. Donc, la sécurité qu'il faut. Aujourd'hui, la communication n'est jamais bout en bout, n'est pas bout en bout entre les différents périphériques parce qu'on utilise du NAT. Le NAT, il va protéger un peu plus ceux qui sont derrière parce que voilà, j'ai une adresse IP privée qui n'est pas routable. Arrivé au niveau du routeur, le routeur fait la traduction de privé en public pour sortir. Donc, on ne voit qu'une seule adresse IP publique à l'international sur l'Internet qui est l'adresse IP publique de notre interface WAN. Maintenant, quand l'IPv6 va venir, on va disbloquer cette partie où on va voir en clair. Quand je dis en clair, la communication, les machines vont avoir des adresses IP, peuvent avoir des adresses IP publiques. Ça veut dire que une compagnie qui a 200 PC va avoir au moins 250 adresses IP à lui uniquement. Donc, moi, étant chez moi, je peux attaquer les machines individuellement. Tandis qu'actuellement, je ne peux pas attaquer les machines individuellement. Il va falloir que je passe par l'équipement qui a l'adresse IP publique. Voilà. Donc, l'inconvénient, c'est peut-être l'implémentation de la partie sécurité. Excellent, j'ai bien compris. Donc, Voilà. l'exposition des périphériques sur Internet, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. OK. Merci beaucoup pour les réponses. Merci. OK. Le nombre de places étant limité, je vois déjà trois personnes. Je voulais demander à Christelle. Je vois un numéro du Bénin. Êtes-vous ici au Mali ou bien
Vous êtes au Bénin. Parce qu'elle souhaite s'inscrire à la formation. OK, dans tous les cas, vous pouvez me répondre dans le chat. D'autres Oui, questions? bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Christelle, hein. Oui. Vous me recevez? Oui, je suis au Bénin. Je voudrais savoir, hein, est-ce que c'est possible de me déplacer, non? Pour venir, mais c'est le lundi, hein? Le, C'est ce lundi-là. oui, juste là, je suis en train de dire que je vais me déplacer. C'est rien que pour ça. Bon, en tout cas, de toutes les manières, on peut garder le contact et on sera en train de voir comment ça va se passer. Oui, on pourra voir si on pourra faire une transmission en Zoom pour ceux Voilà, qui veulent. Oui. voilà. Je vais Merci. voir si on pourra prendre en charge votre doléance. Allô? D'accord, Merci. merci. Mm. Merci. Allô, modérateur? Oui, Kwade. Oui, c'était juste pour deux mots. En fait, je suis dans une autre réunion, mais je ne sais pas. Est-ce que Christelle est membre de ISOC Bénin? C'est ça que je voudrais savoir. Ouais, c'est les là. Non, pas encore. D'accord. Non, mais je voulais juste Je, t'informer qu'il y a un chapitre au Bénin également, ok, avec qui d'accord. même d'ailleurs nous travaillons beaucoup. Il faudrait euh, laisser ton numéro sur le chat, comme ça après C'est déjà la fait. session, je vais te... Mhm. Ok, donc Merci après la beaucoup. session, je vais Je vais t'envoyer attendre le votre numéro signe. des membres. Voilà, il n'y a pas de souci. D'accord, merci beaucoup. Merci. Et oui, ça faut. Alors, bonsoir à tous. Republique a participé. La formation de l'année. Oui, bonsoir. Sakho. La En place. fait, merci pour la présentation. Je pense que chacun de nous quand même a pu compris quelque chose. Maragake, ikan prota. J'ai dit, au fait, j'ai dit merci beaucoup pour la présentation. J'en ai deux petites questions. Je me tiens au courant. OK. D'accord. La première année, puisqu'on est à la pénurie en fait, des adresses IPv4, donc quels sont les scénarios envisageables de la transition vers IPv6? D'accord. Ces scénarios, c'est ce qu'on a dit qu'il existe trois scénarios. Déjà, la transition, ça se fait de trois manières on a citées. Mais actuellement, les opérateurs déjà sont en train de se préparer en conséquence. Ça veut dire quoi? Les opérateurs, ils ont des équipements internes. Donc, ces équipements internes, la plupart des opérateurs est en train d'implémenter ils vont implémenter les IPv6 d'abord sur leur propre équipe. Donc, c'est après avoir fait tout ça, jusqu'à aller sur Internet, tu vas trouver que les opérateurs vont avoir deux réseaux. Un réseau actuellement de IPv4 et puis un réseau d'IPv6 qui aboutissent tous à l'Internet. Donc, c'est après avoir fini de faire toute cette implémentation qu'on pourra en ce moment donner l'IPv6 au client final qui est toi et moi. C'est ce qui se passe. Donc, l'opérateur, en faisant cela, il peut faire ce qu'on appelle du dual step, c'est-à-dire ils vont toujours continuer à faire l'IPv4 et l'IPv6 sur un seul équipement, ou encore faire du tunneling, l'encapsulation de l'IPv6 dans les paquets IPv4. Voilà. C'est ça les scénarios envisageables, quoi. D'accord. Autre question? OK, OK. Il y a une requête qui demande la présentation pour ceux qui se sont connectés. Et maintenant, une dernière requête qui demande si l'enregistrement sera disponible. Je crois que nous allons prendre en charge toutes ces sollicitations. Allô?
Oui, vraiment. Pour plus de précision, nous allons mettre la présentation et les liens de l'enregistrement sur notre site web www.isoc.ml. Mais ce serait à partir du lundi parce que nous sommes en train de faire la mise à jour du site. Donc, ce n'est pas évident qu'on va terminer d'ici lundi. Mais le lundi, ce sera opérationnel. Il y aura la présentation, un lien pour la présentation et puis un autre lien aussi pour l'enregistrement du webinaire. Merci. D'accord. Merci. Allô? Allô? Oui, allô, on est là. Oui, vous me recevez? Oui, Tapi, oui. Oui. Par rapport à la formation, vous allez nous envoyer un texto ou bien d'office on peut... On a déjà pris votre numéro. Ok, ok. Voilà. Si vous êtes retenu, vous serez contacté. D'accord, d'accord. Et ma question, c'est par rapport à la migration du PV6. Au-delà de la pénurie d'adresses IP, bon, sécurité, souvent les chefs d'entreprise ne comprennent pas en termes de sécurité. Qu'est-ce qu'il faut pour les convaincre? Est-ce que les entreprises sont prêtes à investir beaucoup? Parce que quand on parle de budget, souvent les entreprises ont tendance à fuir. Ils ne voient pas côté sécurité de la chose. Qu'est-ce qu'il faut comme argument pour pouvoir vraiment les amener vraiment à adhérer vraiment à l'esprit de ce changement qui tend à l'horizon? L'utilisation IPv6, déjà, et quand tu vas le voir, c'est les providers, les gens qui vont donner l'Internet, les opérateurs et autres, ce sont eux qui vont changer la donne. Par exemple, toi, par exemple, en tant qu'une entreprise X, si tu ne fournis pas d'Internet au Mali, voilà, c'est difficile, par exemple, de prétendre avoir une adresse IPv6. D'autant plus que si tu veux utiliser des V6, tu peux passer par un opérateur. Soit c'est Malitel qui va te dire que voilà, nous fournissons des connexions en IPv6, soit Orange va te dire qu'il fournit des connexions en IPv6. Donc, si ce n'est pas eux, toi, en tant qu'une entreprise quelconque, ce sera difficile parce que voilà, on achète des IP avec eux. À moins que l'entreprise prétend être un provider de services. Ça, c'est de un. De deux, maintenant, en dehors de ces pénuries-là, c'est l'innovation qui va nous obliger à aller vers l'IPv6, comme on l'a dit, l'innovation technologique qui a besoin des IP. Et ces IP-là, l'IPv4 n'est pas suffisant pour pouvoir gérer cette innovation. Ok, 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 je vois. C'est aux opérateurs de faire ce lobby quoi, pour convaincre. Oui, pas seulement pour Pas des convaincre. lobbies. Par exemple, si Mais toi tu as besoin de la connexion, s'il n'y a que des connexions en IPv6, tu peux ne pas dire que voilà, je n'aime pas, je veux pas. Au jour d'aujourd'hui, l'opérateur va avoir des IPv6 moins chers par rapport aux IPv4 parce que l'IPv4 ne reste pas beaucoup, tandis qu'on en a plein en IPv6. Voilà. Donc, on va avoir les IPv6 moins chers que les IPv4 actuellement. Ah, ok, en termes de coût aussi, quoi. Oui, c'est ce que je viens de te dire. Et ça, OK. le cloud aussi utilise ça déjà, non? Toutes Oui, les infrastructures. toutes les infrastructures utilisent l'IPv6. Oui, le cloud utilise. Ok, ok. Je crois que c'est bon. La formation nous en dira plus. Merci. Merci. Euh, euh, Yassir Saleh veut savoir quels sont les défis du protocole IPv6. Les défis du protocole IPv6 peuvent être déjà l'implémentation du protocole IPv6, la partie sécurité qu'on a dit, protocole IPv6. Voilà. Merci. Marco? Oui, bonsoir, Malik. En fait, ma question a déjà été posée, donc ce n'est plus la peine. OK, merci bien. Bonsoir Malik. Bonsoir. Je reviens. Bon. Oui, Allô Malik? c'est là, oui.
Oui, et j'avais envoyé un chat là, mais j'ai l'impression que vous avez dépassé ça sans vous rendre compte, mais je vais reprendre ici. Je disais que dans son exposé, il disait que la NAT est créée à la suite des insuffisances constatées sur l'IP version 4. Alors, maintenant, je veux savoir pourquoi elle est encore utilisée dans l'IP version 6. C'est la question que je voudrais poser. La note n'est utilisée en IP version 6 que pour faire de l'encapsulation, en fait, pour pouvoir Oui. encapsuler les paquets V6 dans les paquets V4, comme on l'a dit. En dehors de ça, la note n'est pas utilisée. Ok. Voilà. C'est pour faire l'encapsulation. Donc, quand on a besoin de faire l'encapsulation, on peut utiliser la NAT 64 comme on l'a dit. En dehors de ça, la NAT n'est vraiment pas utilisée en IPv4, en IPv6. Ok, merci. Ok. Ishara, Oui, je pense que on va pas vous retenir plus longtemps. d'accord. Bonjour. Pour ce qui Bonjour tout le monde. me concerne, je vous Allô? remercie. Merci. La formation, le webinaire était vraiment à hauteur de souhait et Merci. la qualité des réponses aussi sont très satisfaisantes. Et je crois que pour tout ce qui est détail, approfondissement, comme j'ai dit, ceux qui auront la chance de participer à la formation en présentiel seront bien servis. Pour ce qui est de notre part, ESOP Mali vous remercie de votre disponibilité et remercie tous ceux qui ont pris part à ce webinaire et encore renouvelle tous les remerciements et notre déférence à Issa Diarra. Merci Merci. et on se dit à lundi pour ceux qui ont la chance d'être sélectionnés pour la formation ensemble. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci. Merci. Merci bien.